parti. Bonjour madame. Bonjour Christine. Bonjour Isabelle Malaoué. Donc c'est votre dernier livre qui apparaît donc... Oui, il y a 15 jours. Il y a 15 Je suis jours. vraiment très contente quand ça arrive tant d'années de travail, enfin. Vous allez m'expliquer pourquoi le brocart bleu, si joliment présenté? Alors le brocart bleu, c'est vous qui m'avez donné l'idée, je vous le rappelle. C'est vrai, je l'avais oublié. Parce que vous m'avez raconté l'histoire d'un brocart bleu qui a fait un voyage dans votre famille. Et alors après, je vous ai demandé, mais c'est formidable cette histoire, la réalité dépasse la fiction. J'aurais jamais eu l'idée d'imaginer qu'un morceau de soie pouvait vivre une histoire pareille. J'ai commencé à écrire une nouvelle, parce que gracieusement vous avez accepté, Oui, que j'utilise. Et puis là, pas possible, hein, au bout de 3 jours, je me suis dit ça va pas rentrer dans Donc, les tout 3 ce que pages vous voulez réglementaires. Voilà, c'était pas possible. Ça c'était en juillet 2012 et j'ai fini d'écrire en juillet 2015. Vous avez commencé dès 2012. Oui, quand on s'est rencontrés. Mais il me semblait que vous aviez un autre livre en parallèle. Allez voir. Ben oui, j'écris toujours plusieurs livres. Expliquez-moi quand même le brocart bleu, donc qui est suite à la nouvelle que vous n'avez pas écrite, mais le lien avec donc votre livre maintenant. Ah oui, ben ça c'est une bonne question. Mais ce tissu il représente beaucoup, c'est un lien tout au long de la vie de Xiaolan, cette femme de la tribu Hong qui vit au Laos. Et ce brocart, il est là à chaque étape très très importante de sa vie. Alors pourquoi vous avez choisi une tribu du Laos, les fameux Hwang, comme vous dites? Eh bien parce que j'ai fait des recherches et je les ai trouvées vraiment intéressantes. Et par rapport à la présence française en Indochine, ils ont eu un rôle quand même assez prépondérant. Et complètement oublié. Et complètement oublié. Et maintenant c'est un peuple qui est en très grand péril et qui vit des exactions, même encore aujourd'hui, du fait de la présence des Français en Indochine. Et j'en parle largement à la fin du livre. D'accord, donc vous liez quand même cette histoire donc à un récit réel quand même. Tout à fait, ah oui, c'est très... Même si les deux personnages, Adrien et Xiaolan, sont sortis de mon imagination, c'est une histoire d'amour entre eux, entre ce métropolitain et cette Indochinoise. Mais après, il y a un ancrage dans l'histoire forcément qui est réel et que je ne pouvais pas inventer. Et la présence française en Indochine, c'est pas une fiction, donc il a fallu aussi ces 3 ans pour faire des recherches aussi. D'accord. Et ça de quoi. Et vous restez vraiment qu'en Indochine ou vous faites des parallèles? Oui. Tout en Indochine. Vous parlez de la culpabilité, c'est ça? Elle va le dire. Elle va le dire, ce fameux mot. Donc vous centrez votre livre. Alors voilà, il y a plusieurs degrés de lecture. Alors il y a cette histoire d'amour, qui est assez léger, puis qui finit. Je ne vais pas vous dire comment ça finit. Voilà. Mais après, en sous-couche, il y a comment on peut vivre la culpabilité sous différents aspects, mais il y a le côté européen et la façon de gérer la culpabilité de façon occidentale. Et il y a Adrien, qui est donc né en Ariège, va commettre une erreur étant enfant qui va être fatale à quelqu'un et toute sa vie va grandir avec cette culpabilité donc, qui pourrait être justifiée, mais il va partir très très loin pour s'oublier, mais toujours il y a ça qui est à l'intérieur de lui. Et il y a bien un moment donné, il va devoir y faire face. Et il va s'apercevoir que la spiritualité orientale va lui donner d'autres clés que ce qu'il aurait pu avoir chez lui. Et il y a aussi la culpabilité des guerres, des jeunes hommes qu'on envoie comme ça faire la guerre et qui font des choses qu'ils n'avaient pas prévu de faire, qu'ils n'avaient pas envie de faire et qu'ils ont faites. Et après, voilà. Et quand vous parlez de la spiritualité orientale, vous basez quoi? Sur le bouddhisme? Oui, sur le bouddhisme. Essentiellement? Oui. D'accord, donc vous avez dû étudier profondément... Et oui, comme vous le savez, je suis un peu frappadingue et le dimanche matin, je me lève tôt pour écouter des émissions religieuses. D'accord. Voilà. Mais la culpabilité, voilà. Et aussi par rapport à la colonisation. Donc j'ai essayé de ne pas rentrer dans les poncifs anticoloniales, ce qui est un petit peu compliqué aussi parfois, mais j'espère avoir réussi à faire ça. Mais là, ça se situe en Indochine, mais ça parle aussi de l'histoire de ma famille, qui était présente en Algérie, mais j'ai tout dilué, tout transformé, tout déplacé. Vous avez extrapolé? Complètement. D'accord, pour faire passer un message en fait assez personnel. Mais c'est toujours comme ça, je crois, quand on écrit. Ça genre d'une racine toujours intime. Mais là, c'est tellement décliné dans une autre
dans d'autres personnages, dans un autre lieu que... Moi, ce que je voudrais savoir, c'est, c'est très sincère, c'est comment, au départ, bon d'accord, le brocart bleu, c'est l'Indochine, ok, d'accord, mais comment, du brocart bleu, qui est au départ une histoire complètement personnelle, on se retrouve au Laos, chez les Khmong, et avec quelqu'un... Tu prononces beaucoup mieux que moi, quand même. Et en fait, je me demandais si on parlait de la même personne, de la même culture au départ. Et du mec en Ariège. Parce que tu es en Ariège. Parce que vous êtes en Ariège. Oui, oui. Donc la religion est de là. L'occidental, oui, il naît en Ariège parce que c'était commode pour moi. Après... Mais pourquoi les Khmong vraiment? Parce que vous les connaissiez, vous en avez entendu parler? Non, parce que vous auriez pu prendre une autre tribu, oui. Une autre ethnie. Mais ça, c'est le hasard de mes recherches. C'est que, d'où l'intérêt d'être un auteur à renommée extrêmement modeste. Ce qui est mon cas, c'est que je suis obligée de faire toutes mes recherches moi-même. Mais du coup, c'est hyper nourrissant, parce que j'ai des accidents de parcours, je me dis que je vais là, et puis là, en fait, je trouve cette information, c'est merveilleux. Donc cette information, honnêtement, vous l'avez découverte par hasard. Et puis quand j'ai su que c'était une ethnie qui était maltraitée du fait de ses anciennes alliances avec la présence française, forcément c'est hyper intéressant. Parce qu'ils attendent encore les passerelles pour venir en France, et qui justement maintenant au niveau diplomatique est refusé, puisqu'il y a un problème avec le Laos communiste. Réfugiés dans la jungle, voilà, c'est ça. Encore aujourd'hui, avoir peur d'être des communistes laotiens. Voilà. D'accord. Et bon, en Algérie, il y a l'histoire des harkis. Donc vous voyez après... Voilà, l'histoire des harkis, on le conçoit un peu mieux parce que c'est mieux connu. C'est connu, mais on en parle. J'aurais pu en avoir connaissance. Voilà. Et mais voilà, c'est peut-être pas par hasard que je suis tombée sur cette histoire. C'est ça, les Khmong, c'est vrai que la première fois que vous m'en avez parlé, j'étais surprise. C'est la première fois que j'entendais quelqu'un me parler des Khmong alors que moi-même je connaissais cette histoire. Ayant vécu au Laos, je la connaissais. Ça faisait partie de mon histoire. Extérieur. Oui. Ah oui, mais c'est alors un hasard qui mon père, comme il a fait la guerre d'Indochine, il m'en avait parlé. D'accord. Et vivant au Laos, on est en été au courant. Donc c'est pour ça que quand on m'avait parlé la première fois des Khmong, je me suis dit, mais d'où sort-elle cette histoire? Parce que c'est pas connu, à part ceux qui ont fait la guerre d'Indochine et quand on en parle. J'exhume. Coupé. Mais bon, il y a l'histoire d'amour aussi. Ouais, alors,